bienvenue dans votre émission L'automobile dans tous ses états. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Autostar, une nouvelle mise en scène du mondial. Cinéma, sport auto, enchères, l'auto se met en scène au mondial avec une exposition d'une cinquantaine de voitures qui ont fait la légende du cinéma, mais également une zone sport de plus de 700 mètres carrés animée par la Fédération française du sport automobile et également une vente aux enchères d'une centaine de voitures. D'où le titre de cette émission, vous l'aurez compris. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Mathieu Flonneau est maître de conférences en histoire contemporaine à Paris-Sorbonne et commissaire de l'exposition L'Auto fait son cinéma. Christophe Lollier est directeur technique national de la Fédération française de sport automobile et anime à ce titre un très bel espace sport de 700 mètres carrés au sein du hall 1. On vient de le dire. Nous aurons également Jacques Morabito qui doit venir a priori en Ford T, qui à mon avis est tombé en panne, mais nous ne perdons pas espoir. Les miracles de l'automobile sont tels qu'il va réussir à nous rejoindre. Enfin, nous avons Claude Franck, journaliste spécialisé, collectionneur, passionné de vieilles autos, possesseur de plusieurs vieilles autos. Pour arriver à tout ceci, on a... Il faut rappeler d'ailleurs, oui, excusez-moi, pardon, il faut rappeler que toute cette mise en scène, nous la devons à Jean-Claude Giraud, qui est le commissaire général du salon. Mais avant toute chose, j'aimerais vous proposer quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est un documentaire auto de 2 heures, d'une excellente tenue, de grande qualité, un magnifique documentaire qui s'intitule Les grandes heures de l'automobile française et qui sera diffusé sur RMC Découverte mercredi 5 à 20h. Soyez attentifs, vous devriez reconnaître quelques visages. Preuve de la qualité de ce reportage que nous voyons dès maintenant. L'automobile, une des plus grandes inventions de la fin du 19e siècle. Avec elle, on entre dans la civilisation moderne. La voiture répond à quelques vieux rêves de l'humanité. Avec l'automobile, on peut enfin être maître de son déplacement. Ça, c'est vraiment les débuts de l'automobile. Au tout début, vous êtes devant les plus anciennes voitures au monde. Ouais, youhou! Le Tôle, journaliste automobile, est parti à la découverte de ces machines de légende. Oh, regarde, je suis hyper bien là. Ah ouais, c'est cool. Les voitures sont des marqueurs de l'époque. L'automobile a bouleversé la société, changé les mentalités et les modes de vie, influencé les arts et le design, métamorphosé les paysages. L'automobile donne une nouvelle échelle du monde. Regarde, ah, c'est bien là. Oh là 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 là. Oh, ça penche là. Oh là là, ça penche. L'automobile touche tout le monde, tous les âges, tous les sexes. On a grandi avec l'automobile. Et la France a toujours été à la pointe de cette révolution. Les premières voitures sont des voitures françaises. Une direction très efficace. 2 moteurs bicylindres à vapeur, des suspensions à lame, 4 roues indépendantes et des commandes centralisées autour du volant. L'obéissante, qui peut rouler à 40 km/h, a beaucoup de points communs avec les voitures d'aujourd'hui. Et son nom résume tout. Ouais, youhou! Sa voiture a démarré, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je connais. Pour faire connaître sa marque et vendre ses voitures, André Citroën ne recule devant rien et use de toutes les techniques marketing imaginables. Après parfois 1 an d'attente, les véhicules entièrement restaurés retrouvent la splendeur de leur jeunesse. Ouais, une Bugatti. Oh là là, mais elle est neuve. Visiblement un petit souci technique. On va revenir, quand on voit ces images, effectivement, on se dit que depuis la naissance du cinéma et depuis la naissance de l'automobile, il y a eu un mariage qui est tout sauf contre nature. Ça s'est toujours parfaitement bien entendu. Mathieu Flonneau, vous êtes le commissaire responsable de cette exposition. On ne va pas tout dévoiler tout de suite puisqu'on a tourné un petit sujet, une petite interview avec vous. Mais ça déjà, je trouve ça donne envie. Oui, il y a du mouvement, du dynamisme, de l'humanité également derrière, de la passion, beaucoup. L'automobile est beaucoup plus que l'auto. C'est véritablement l'enjeu de la vie chez certains. Donc il y a là beaucoup à apprendre. D'accord, bah écoutez, je vous propose de regarder le petit reportage qu'on a fait sur cette émission cinéma. On va passer les images dès maintenant.
Nous sommes aujourd'hui devant l'entrée d'Automobile fait son cinéma avec Mathieu Flonneau, qui est le commissaire invité de l'exposition et qui est aussi maître de conférence en histoire contemporaine. Bonjour, bienvenue. C'est une entrée cinématographique. Cette exposition présente 48 voitures, 48 mythes du cinéma, populaire ou élitiste, et qui montre finalement toute la palette des sentiments humains que l'on peut associer à un objet qui est bien plus qu'une brosse à dents. Et je crois que ça a été réparti en 7 univers bien spécifiques. Voilà, alors on les voit derrière moi dans ce sas d'entrée. On commence par les détectives et les agents secrets. Ensuite, il y a de la comédie, de l'émotion, de la science-fiction, du sport, évidemment. Et puis l'envers du décor qui permet de détailler la manière dont on tourne une scène avec des effets spéciaux. Et donc des cascadeurs. Et des cascadeurs professionnels qui sont associés en même temps que l'INA, la Fédération française des véhicules d'époque, et Laurent Herriot, qui a été le coordinateur automobile de l'exposition. Alors, à partir du moment où on parle de cascadeurs et de voitures, on a des voitures qui ont subi quelques cascades qui sont explodées ou non? Alors, il y en a, et on commence par une voiture de James Bond. Vous la verrez, elle est reconnaissable. C'est une Aston Martin qui est partenaire de l'exposition par ailleurs. Et cette voiture, effectivement, a subi quelques outrages. Il y en a d'autres. La plupart sont authentiques, la plupart parfois ont tourné véritablement dans des scènes. Il y a là une dimension qui ajoute au pédigré de chacun des véhicules. Et ma foi, c'est vraiment un plaisir et une grande émotion que de passer devant. Alors j'imagine que l'Aston Martin que vous venez d'évoquer, c'est celle de Spectre, le cas échéant, parce que si je me souviens bien, elle avait subi plus que des outrages. Alors celle de Spectre, on l'a également, mais c'est celle de Quantum of Solace, vous le verrez. Et donc il y en a effectivement certaines qui ont aussi survécu. Vous verrez l'équivalent de la Mustang de Bullitt. Il en a fallu plusieurs pour survivre au dénivelé de San Francisco. Il y a Christine, la Plymouth Fury. Il y a énormément de véhicules qui véritablement chacun marque une étape dans l'histoire du cinéma. Il y a des correspondances aussi en termes de caractère. Et puis les automobiles finalement sont des actrices et des héroïnes et elles jouent le premier rôle. Et en plus, si je me souviens bien, alors que le cinéma et l'automobile se conjuguent depuis plus d'un siècle, on a quasiment les prototypes de la voiture autonome avec Choupette et Christine, même si la seconde avait un sacré mauvais caractère. Alors on est effectivement à certains égards dans l'anticipation. Ce qui est intéressant, c'est que je pense quand même que ce qui l'emporte, c'est l'éternel automobile. C'est la soif de liberté, c'est l'ensemble des valeurs conviviales également, la section comédie. Enfin, on ne réprime pas un sourire devant les voitures des visiteurs. Il y a là vraiment, et de surcroît rappelé par les images de l'INA, avec quelques extraits qui accompagnent les scènes et les séquences de l'exposition, il y a là vraiment de quoi se réjouir et se régaler. Donc tous les passionnés d'automobile et de cinéma devraient accourir à cette exposition. Mais tous les halls du mondial cette année sont magnifiques, mais celui-là est quand même beaucoup plus beau. C'est normal, merci beaucoup. Merci à vous. On l'a bien compris, Mathieu, en regardant les images qu'on avait tournées ensemble, il y a vraiment de quoi se mettre dans l'œil, si je puis me permettre cette expression, ou en tout cas retrouver un petit peu tous les imaginaires du cinéma qu'on a connus. Et moi, il y en a une qui m'a marqué, même si esthétiquement, elle ne sort pas forcément de l'ordinaire, la Mercedes Elite 9 qui a servi à la poursuite dans Ronin, où c'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai re-regardé il y a encore 2 jours. Finalement, on se demande comment ils arrivent à tourner ça. Alors vous avez raison, mais ce film-là, justement, je dirais, est presque racheté, parce que la faiblesse du scénario n'en fait pas un très grand film. Mais en revanche, la voiture est belle, effectivement, et les cascades, superbes. Donc l'automobile apporte une plus-value indiscutablement aux images que le cinéma parfois tourne. Et il y a quelques nanars sympathiques qui sont rachetés par leur voiture. Mais si je me souviens bien, au tout début du cinéma, nos amis Laurel et Hardy, Buster Keaton se servaient de l'automobile de toutes les façons possibles. On voyait des accidents, la voiture se démontait, ça a été repris plus tard dans un film comique que nous ne citerons pas. Mais effectivement, il y a toujours eu, ça a été deux univers extrêmement liés et indissociables. Alors la technique est mise au point quasiment simultanément. Et donc ce sont 2 inventions fin de siècle, fin 19e siècle, qui se perfectionnent et qui vont se répondre parce que l'une appelle l'autre. Et même si le premier film de cinéma des Frères Lumière, c'est un chemin de fer, il y a quand même très vite des automobiles dans les séquences de cinéma, les premières. Et donc c'est ce dynamisme-là, finalement quelque chose, et ça a été redit, qui agrandit l'homme, qui l'augmente, et bien qui est déjà présent sur la pellicule de cinéma. Autrement dit, là vous avez 2 mythes qui concordent, qui coïncident presque.
qui s'épaulent l'un l'autre Complètement, qui s'adossent. et qui marchent ensemble dans la même direction. Alors je crois qu'on peut rappeler, vous allez me dire si je me trompe, il y a ce magnifique petit catalogue de l'exposition qui est disponible avec l'affiche du film. Avec l'affiche de l'exposition. Avec l'affiche de l'exposition, j'ai dit. Donc pour 3 €, les spectateurs et les visiteurs peuvent repartir effectivement avec une trace. Alors éditorialement, cette trace a été soignée pour que l'image vintage que l'INA a mis à disposition soit mise en valeur. Et donc on insiste sur le noir et blanc et on compense avec les couleurs des vraies voitures. Je dirais qu'aussi l'affiche est superbe parce qu'il a suffi de remplacer finalement ce qui était sur l'affiche du mondial elle-même, eh bien un soleil, une galaxie qui s'élève, par un projecteur de cinéma et les routes sont tracées. D'accord, merci beaucoup. Écoutez, vous réinterviendrez tout à l'heure et maintenant on va passer à Monsieur Lollier, Christophe Lollier. Vous êtes directeur technique national. On a fait des petites images on est allé voir ce magnifique espace de 700 mètres, plus de 700 mètres carrés d'ailleurs me semble-t-il, où il se passe plein de choses, où vous avez exposer l'ensemble des voitures, des disciplines que la FFSA soutient, et avec entre autres ce que j'appellerais moi un peu la pouponnière, voilà, les images arrivent, avec entre autres ce que j'appellerais un petit peu la pouponnière, où on a, vous les prenez dès le plus jeune âge, c'est quoi, c'est une dizaine d'années, les premières formules de kart? Alors effectivement, le kart peut démarrer à l'âge de 7 ans. Et nous avons des programmes de détection pour évoluer vers le haut niveau à partir de 10 ans. Donc vous pouvez voir là sur les images le karting, qui est souvent le tremplin vers le sport automobile. C'est là qu'on retrouve de nombreux jeunes. Et là vous pouvez voir le kart FFSA, puisque dès 2017 nous organisons un championnat de France junior. Un championnat où tous les karts vont être identiques de façon à pouvoir comparer vraiment la performance et faire émerger les jeunes talents. Et ensuite, juste après, il y avait la Formule 4 qui a permis à de nombreux pilotes de mettre un pied jusqu'à la F1, puisque Jean-Éric Vergne ou Stoffel Van Doorn et Pierre Gasly, bientôt en F1, je l'espère, ont commencé par cette catégorie. Et après, nous avons globalement l'ensemble des catégories phares de la fédération de représenter, de l'autocross jusqu'à la course de côte. Là, vous pouvez voir la Norma de Romain Dumas qui a gagné la célèbre course de côte Pax Peak. Et puis après, on voit le cross-car et toutes les disciplines circuitaires et asphalte. Il y a même du drift, me semble-t-il. Il y a même du drift, qui est une catégorie qui a rejoint la fédération depuis 2 ans maintenant. Il y en a beaucoup qui disaient que ce n'était pas du sport d'ailleurs, qui ne considéraient pas ça comme du sport. Quand on les voit évoluer, on se dit que malgré tout, il faut une certaine science du pilotage. Il faut une science du pilotage, ça nécessite beaucoup de rigueur, de précision, et donc après, je ne sais pas jusqu'où on peut définir ce qu'est le sport ou pas le sport, mais en tout cas, ça reste des pilotes très talentueux. Bien sûr, le sport, moi ça me paraît simple, c'est une enceinte fermée, des pilotes qui s'affrontent et qui font au mieux de ce qu'ils peuvent tirer de leur machine et de leur talent de pilote. Et puis il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, il y a l'opération Rallye Jeune. Voilà, donc on a aussi un site situé à l'extérieur, sur la terrasse H, où nous avons l'opération de détection Rallye Jeune, qui existe depuis plus de 22 ans maintenant et qui a permis à de nombreux pilotes d'évoluer vers le championnat du monde des rallyes. Celui qu'on retient tous, c'est évidemment Sébastien Ogier, puisqu'il est en train de s'envoler vers son 4e titre mondial. Et puis Sébastien Loeb, 9 titres, et qui a été finaliste de cette opération. Donc l'objectif est de détecter parmi de nombreux jeunes qui vont venir sur cette opération le futur Sébastien Ogier. L'objectif étant de leur donner l'accès au sport auto, même avec peu de moyens, puisque je crois que ça doit être 15 € je crois l'inscription, ça doit être à peu près ça. Et si on le retrouve à la finale et s'il s'impose sur la finale, il aura une saison de financée par la fédération. Oui, donc vous remplissez parfaitement votre rôle, j'allais dire, en prenant les futurs pilotes quasiment depuis la maternelle pour les amener pour les meilleurs jusqu'à la F1 ou au championnat du monde des rallyes. Voilà, sur le plan sportif, c'est l'objectif majeur de la fédération, avec en plus sur le centre national le double objectif scolaire et sport, puisque nous avons maintenant un lycée privé qui permet à ces jeunes athlètes de pouvoir assouvir à la fois leur championnat sportif et de réussir leur scolarité. Alors c'est quoi? C'est un petit peu comme ce qui se fait en sport-études pour d'autres sports, c'est ça?
C'est exactement ça, on les a de la seconde jusqu'à la sortie du BTS. D'accord, avec donc des horaires aménagés, à la fois les études, la pratique de leur sport, de façon à ce que ça soit beaucoup plus pratique pour eux, quoi. Complètement, le calendrier scolaire est calé sur le calendrier de compétition et non pas l'inverse. D'accord. Bah, écoutez, je pense que ça a donné envie. En tout cas, moi, je vous encourage à aller voir parce que si j'ai bien compris, il y a des parcours de sélection sur cette terrasse H avec un petit circuit, des chronos, des choses de ce genre. Et c'est une présélection pour aller ensuite un petit peu plus haut si tout se passe bien. Exactement. Donc, ils ont un slalom chronométré. On garde les 2 ou 3 meilleurs de chaque journée selon les chronos. Et ils se retrouveront tous à la finale sur le circuit de Lénon début novembre. Je profite pour préciser que cette opération a pu se mener aussi grâce à de nombreux partenaires, principalement M-Sport, Yako et Michelin. Je les cite parce que sans eux, c'est clair. On ne pourrait pas faire. C'est le nerf de la guerre, la finance, c'est clair. Et le sport auto coûte toujours assez cher. C'est un projet qui va repartir pour 3 ans et j'espère que ça permettra d'amener au plus haut niveau un pilote français. Ok, entendu. Merci beaucoup, Christophe. On aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Chacun des invités pourra s'exprimer. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse maintenant, c'est qu'on parle de Kois, cette vente aux enchères qui est exceptionnelle à plus d'un titre, puisque c'est dans les bientôt 120 ans d'existence du mondial de l'automobile, la première fois qu'une vente aux enchères aura lieu sur le mondial. Et puis, je pense ne pas me tromper, mais Jacques Morabito de chez Kois confirmera ou pas ce que je vais dire. C'est la première vente aux enchères de cette taille de Kois en France, alors que c'est une maison fondée en Angleterre en 1919, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. On va vous passer d'abord la petite interview qu'on a réalisée avec Jacques Morabito. Avec nous, Jacques Morabito, directeur de Kois France, une très grande première pour cette maison anglaise de tradition. La première participation mondiale et a priori une grosse vente aux enchères avec un certain nombre de véhicules. Oui, nous aurons à peu près 96-97 véhicules dans la vente. Et elle aura lieu le samedi 8 octobre à 15 h. C'est une première pour la maison Kois d'être au mondial pour vendre des voitures, mais c'est aussi une première pour le mondial, me semble-t-il. Exactement. Je ne sais pas si le mondial existe depuis 115 ans, 120 ans. Voilà, 120 ans. C'est la première fois dans l'histoire du salon de l'auto qu'il y a une vente aux enchères. C'est une grande première pour Kois. J'espère que cette première sera heureuse pour tous les deux. Vous, vos préférés, 3 préférés, ça serait lesquels? Je sais que c'est difficile. Mais je suis heureux, dans le cadre du mondial de l'automobile français, de présenter des voitures françaises. Alors, il y a le cabriolet Peugeot 203, qui est une pure merveille. Il y a la DS 21 Chaperon, une véritable chaperon. Et puis, s'il devait y en avoir une 3e, alors celle-là, je la livre à l'imaginaire de chacun. Ce seraient toutes les autres voitures, mais aucune en particulier. Il y a tellement de merveilles. On est bien d'accord, il y a quand même une ou 2 autos mythiques et entre autres l'une des Aston Martin de James Bond. Oui, bien sûr, oui, une Aston Martin DB5. Et puis, nous avons aussi des Ferrari assez rares, parce qu'il y a beaucoup des Ferrari. Comme vous savez, il y a une infinité de modèles. Puis on a de sublimes cabriolets Jaguar, qui témoignent d'un passé qui était complètement lié à une conception de l'élégance. Ces voitures étaient conçues pour être élégantes avant tout. Il est vrai qu'à une certaine époque, on achetait un châssis, un moteur et ensuite on choisissait son carrossier. Alors ça, c'était le cas avant la guerre, oui. C'était le cas avant la guerre. Après la guerre, moins. Mais c'est pour ça que les marques automobiles ont pris le relais et ont choisi, chez Bentley, notamment chez les Anglais, chez Bentley, chez Jaguar, de dessiner des véhicules d'une très grande élégance qu'on pouvait, on va dire, personnaliser. On pouvait personnaliser l'intérieur. Malgré tout, derrière nous, on a un exemple avec la DS Chaperon. Oui, la DS Chaperon, c'était une pure merveille, cette voiture. Ces lignes n'ont pas pris une ride. Elle est tout aussi belle aujourd'hui qu'elle pouvait l'être dans les années 60. Donc rendez-vous le 8, c'est à quelle heure? 15 h? C'est à 15 h. Pour ceux qui ne pourront pas assister à la vente physiquement, ils pourront aller sur le site internet de Kois, sur Kois TV, et là, la vente sera diffusée en direct. Merci beaucoup. Merci.
Eh bien donc, la Ford ET a fini par démarrer. Jacques Morabito est arrivé jusqu'à nous. Merci d'être là, Jacques, parce que c'était pas gagné. Cette vente, on l'a dit et on l'a répété, elle est exceptionnelle à plus d'un titre. À la fois pour le mondial, puisque presque 120 ans d'existence, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'est la première vente aux enchères. Ça paraît extraordinaire qu'il n'y ait jamais eu de vente aux enchères sur le mondial de l'automobile, mais c'est une réalité. Donc c'est la première vente aux enchères qui a lieu sur le mondial de l'automobile. Et il me semble que pour la maison Kois que vous représentez, c'est également une grande première. Oui, c'est une première pour nous. On est très fiers d'avoir été choisis par le mondial de l'automobile. Nous réalisons beaucoup de ventes dans les différents pays d'Europe, mais c'est la première sur le marché français. Alors c'est une première pour tout le monde et j'espère que ce sera une réussite. Mais en plus, si je me souviens bien, l'historique de la maison avait commencé par une première aussi. La création, c'est aux alentours de 1919 et c'était juste une station-service, me semble-t-il. C'est ça. En fait, Monsieur Kois avait une station-service à Londres. Et en 1919, lorsqu'il est rentré de la guerre, où il était pilote de chasse, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'essence, plus d'automobile. Alors il a racheté des camions d'essence à l'armée, il s'est mis à distribuer de l'essence et puis les gens lui réclamaient des automobiles. Il les a trouvées, il les a vendues. Le goût est venu et petit à petit il est devenu spécialiste de la voiture de collection. Mais dites-moi si je me trompe, parmi les clients de cette station-service, il y avait des clients plutôt huppés, me semble-t-il. Oui, bien entendu. Avoir une auto en 1919 nécessitait certains moyens. Ça n'était pas encore démocratisé. Oui, alors n'hésitez pas, citez-les ces clients, parce qu'il me semble qu'il y avait Winston Churchill, il me semble qu'il y avait la famille royale. Oui, exactement. Voilà, ne soyez pas modeste. Non, mais oui, c'est vrai que la famille royale anglaise, et d'ailleurs elle en a conservé le souvenir, puisque nous organisons chaque année une vente à Ascot, patronnée par la famille royale anglaise, et par coïncidence elle aura lieu le même jour que celle du mondial, c'est-à-dire le 8 octobre. D'accord, le 8 octobre c'est à quoi, à 15h? À 15h dans le hall 3. Dans le hall 3, d'accord. Alors, moi, il y a une chose, je fais partie des privilégiés qui ont réussi à récupérer ce magnifique catalogue. Il est quoi? Comment on peut se le procurer? Il est disponible? Il est en vente sur notre stand. D'accord. Dans le hall 1 et dans le hall 3. Et je ne sais pas si ça va se voir à l'image, mais il est somptueux. Enfin, c'est vraiment, et puis c'est un événement. Oui, on essaie toujours de faire de jolis catalogues parce que nous avons 3500 à 4000 gros collectionneurs dans le monde qui nous font confiance et qui collectionnent nos catalogues. Ben, j'imagine bien, hein, d'autant qu'une fois encore, pardon de le répéter, mais première mondiale. Et ce magnifique catalogue est vendu pour la modique somme de 10 €. D'accord. Donc il n'y a pas d'enchère là-dessus, c'est 10 €. Mise à prix, vous pouvez offrir plus si vous voulez. Mise à prix. Non, mais 10 €, moi ça me va très bien, d'autant plus que celui-ci, vous avez eu la gentillesse de me l'offrir, donc pas de souci. Merci beaucoup. Vous restez là puisqu'on va avoir l'occasion de débattre tous ensemble de tous ces sujets. Claude Franck, je crois savoir que vous êtes à la fois passionné, journaliste, ce qui est bien et n'est pas contradictoire, en fait. Et vous êtes également possesseur de voitures de collection. Donc de voir ce qui va se passer avec Kois, et de voir ce qui va se passer au niveau du cinéma, ça vous inspire quoi? D'abord, j'ai regardé le catalogue de la vente Kois. Bon, ça fait rêver parce qu'évidemment, il y a des voitures qu'on aimerait tous avoir, qu'on ne peut pas tous se payer malheureusement, mais oui, ils ont quand même... Il y en a une estimée à 650 000 €, me semble-t-il. Voilà, ça donne le vertige. Bon. Cela étant, il y a également des voitures populaires. Il y a une Panhard, notamment une 24, qui est quand même une voiture un peu pour les bourses de tout le monde. Il y a une 2 chevaux, il y a même une fourgonnette 2 chevaux et une étonnante 203 commerciale, familiale, que j'ai vu qui vient d'un hôtel italien. Ça m'a beaucoup étonné, ça. J'ai vu d'ailleurs que la fourgonnette de chevaux était finalement estimée au même prix qu'une Méhari, aux alentours de 15 000 €. Alors soit la cote de la Méhari est tombée, parce que moi j'avais l'impression que les Méhari étaient plus chères que ça, soit la cote de la fourgonnette de chevaux est en train de grimper. Ça, c'est peut-être vous qui pouvez nous répondre là-dessus. Eh bien, disons que la fourgonnette de chevaux est dans un état absolument exceptionnel, elle est comme neuve. D'accord. Oh, la Méhari, c'est vrai qu'on en trouve un peu à tous les prix. Donc, je comprends. Et puis on a des spécialistes du côté de Marseille, Cassis, me semble-t-il, qui vous refont des Méhari neuves aujourd'hui. Exactement, voilà, qui font ça aujourd'hui. Et ça, malheureusement, ça a affecté la cote des Méhari anciennes. C'est clair. Claude Franck, je reviens vers vous. On a aussi, je ne sais pas s'il y en aura là, mais je crois savoir que vous êtes un passionné de traction. Il n'y en a pas dans la vente, j'ai vu, mais il y a 2 cabriolets DS tout à fait exceptionnels, des chaperons. Alors, il y a un chaperon et un Ivanov.
Un Ivanov, voilà, d'accord. il y a un autre antique chaperon, l'autre a été transformé par Ivanov en 2005. Mais on a aussi une 203, un cabriolet 203 exceptionnel. Magnifique vert d'ailleurs. Oui, et celui qui l'a restauré, il a consacré 3500 heures. 3500 heures. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. C'est fou, c'est fou. Ça veut dire que normalement, si on comptait les heures, elle est invendable. Ou alors elle est vendable au prix d'une Ferrari. Mais il est très raisonnable. Aujourd'hui, il Il la en vend à demande contre-cœur combien parce qu'il ne peut plus la conduire. Il en demande combien? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais on pense Non, qu'elle... non, excusez-moi, elle est mise à prix combien? Voilà, aux environs de 90 000 euros. Ah, quand même, oui, 90 000 euros, une 203. Bon, bah c'était. Cabriolet. Oui, non, mais nous sommes bien d'accord, j'entends bien, mais c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de vieilles Peugeot. Alors, bientôt, les 504 coupés vont faire des cartons dans les ventes aux enchères. Ça commence, oui, les 504, les cabriolets. Oui. Ça commence. Alors, Claude Franck, on a vu également le cinéma. On a vu beaucoup de choses au niveau de l'Expo Cinéma. Je veux dire, il y a des voitures qui nous touchent tous. Il y a celle de Shérif Fais-moi peur, il y a celle de... Il y a Christine. Il y a Général Lee, il y a Christine, il y a la voiture de Ghostbuster, la Cadillac. Quand je suis passé, j'ai vu qu'il y avait des jeunes gens qui étaient habillés dans la tenue des chasseurs de fantômes du film. Ce sont les propriétaires. Et vraiment, ce sont les propriétaires de la voiture qui sont habillés. Énormément d'humour en plus. Et puis il y a effectivement la camionnette, la Tipache de Louis la Brocante. Et puis la voiture des Brigades du Tigre, qui est bon. Et donc on fait vraiment un voyage très complet avec des voitures extrêmement différentes. Moi, à titre personnel, j'ai juste regretté de ne pas avoir la 205 GTI de Subway. Oui. Mais bon, on ne peut pas toutes les montrer non plus, forcément. Oui, enfin, je vous rassure, pour ceux qui sont des passionnés de la 205 GTI, dans l'une des émissions à venir sur la publicité automobile, on ne peut pas couper à la 205 GTI, poursuivi sur un lac gelé par ce quadrimoteur. Il semblerait d'ailleurs à l'époque, c'est une petite anecdote, que le pilote, qui était un ancien d'Air America et tout ça de l'US Air Force, soit descendu si bas qu'il ait même touché l'antenne radio de la voiture. Donc on imagine que 50 cm de moins, il faisait une décapotable avec la 205 GTI. Je voulais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié de voir l'Alpine du film Michel Vaillant. Qui est quand même, pour des gens de ma génération, c'est une BD mythique. BD culte. Voilà, et la voir véritablement là, en chair et en os quasiment. En chair et en os, ça, en polystyrène et en alu, on va dire. Voilà, c'est en fibre de verre, bon. en fibre de fer et en alu. Ça, j'ai vraiment été très heureux de la voir. C'est la voiture préférée du commissaire général Jean-Claude Giraud, qui l'a fait rêver jeune. Oui. Ça on a nous rêvé a de la fait même rêver, chose. Et effectivement, j'ai eu l'occasion, on va pas revenir sur les vieux souvenirs, mais de regarder les Vinatier, Terrier, Nicolas qui couraient en rallye, qui couraient en course de côte et tout. Et effectivement, ils faisaient des choses tellement extraordinaires. C'est ce qui a créé aussi la légende de cette voiture. On en revient, d'ailleurs, ça me permet de faire un petit pont avec le sport auto. Il me semble aussi qu'il y a de la Vaillant chez vous. Il y a une Honda de WTCC qui est aux couleurs Vaillant, me semble-t-il. Oui. Donc vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a aussi une Alpine à 110. Alors je ne sais pas si elle fait partie des autos qui sont aux enchères. Oui, nous en avons une. Oui. Alors je peux poser des questions? Allez-y, je vous en prie. Je ne suis pas du tout connaisseur dans le milieu des enchères, mais quel est le critère fondamental qui va faire grimper le prix d'une voiture? Est-ce que c'est le temps passé à la restauration? Est-ce que c'est la notoriété du véhicule? Sa rareté? Oui, je comprends. Là, il y a 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est la rareté. Le deuxième, c'est l'état du véhicule, justement, a-t-il été restauré ou pas. Et le troisième, c'est son kilométrage. Car parfois, il y a des véhicules très anciens qui ont extrêmement peu roulé. Et puis parfois, des véhicules récents, un kilométrage. Par exemple, nous avons une BMW M3 dans la vente qui a fait 193 000 km. C'est honorable. Mais celui qui l'a acheté l'a entièrement démonté et remonté et l'a restauré à neuf. Elle est comme neuve. Comme si elle était en concession. Et elle a fait 1000 km depuis. D'accord. Alors il y a aussi, là je vais peut-être mettre le doigt sur un petit côté qui fâche, il y a des moments, des autos qui sont présentées comme étant celle qui a fait Le Mans, celle qui ceci, celle qui cela, et puis quand on regarde le numéro châssis, le numéro moteur et tout ça, c'est pas forcément en concordance. Donc ça peut parfois, on voit passer des choses avec, on nous dit, cette auto, voilà, elle a couru ceci, elle a couru cela, et... Après, c'est le milieu qui connaît, c'est le milieu. Oui. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui se passe chez vous, loin s'en faut. Non, nous on en a une dans la vente qui a couru le Mans. C'est une Deep Sanderson. Oui. Elle a couru au Mans en 1962 ou 63 et elle a été disqualifiée 6 heures avant l'arrivée
parce qu'elle était trop en retard. Alors à l'époque, on le faisait sortir. Mais elle a quand même couru pendant 18 heures. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai que, et je pense que Christophe, à qui je demanderai d'ailleurs quand il va me répondre de monter un petit peu son micro, c'est pour ça qu'on voit au Mans, il y a eu des soucis toujours, puisqu'on a différentes catégories qui se mélangent. On a des sports proto, on a des LMP, on a des choses de ce genre. Tout ça, ça se mélange et il y a des différences de performance assez conséquentes, avec parfois quelques menus soucis, des incompréhensions entre pilotes. Oui, c'est pas facile parce que déjà il y a des écarts de niveau de compétences entre les pilotes, des écarts de vitesse phénoménales entre les catégories et avec la complexité de la nuit où la perception de la vitesse est différente. Donc je sais qu'aujourd'hui la Fédération internationale et l'Automobile Club de l'Ouest ont mis au moins un système en place pour tous les nouveaux pilotes qui allaient faire les 24 heures du Mans avec un entraînement sur simulateur pour simuler toutes ces problématiques, notamment les problématiques d'éblouissement avec les appels de phare des voitures qui rattrapent, qui créent à un moment donné un éblouissement tellement important que pendant 2 à 3 secondes, le pilote se retrouve dans le noir, donc c'est problématique. Donc aujourd'hui, on va sans doute un peu mieux préparer les pilotes, mais ça reste une course magique. Et encore cette année, on n'a pas eu d'accident grave Bien sûr, non, c'est pas ce qu'on souhaite, mais on a vu par le passé, je ne sais plus, je crois que c'était dans la courbe Dunlop, effectivement une Audi, me semble-t-il, se détruire entièrement après une incompréhension avec un pilote qui était en train de doubler. Oui, c'était une incompréhension avec la Ferrari, la GT, lorsqu'il a doublé à l'intérieur à la sortie du Dunlop. Après, la problématique du GT, c'est que le pilote a peu de visibilité, les rétroviseurs sont très petits, et puis là, l'écart effectivement de vitesse était tellement important que... il y a eu accident, mais heureusement, il n'y a pas eu d'intégrité physique de toucher pour les 2 pilotes. Et ça n'arrive pas souvent, heureusement. Heureusement, oui, heureusement. C'est malheureusement la glorieuse incertitude du sport. Il est clair qu'on essaye d'aller le plus vite possible et puis ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Et aujourd'hui, les véhicules sont quand même beaucoup plus sécurisés que par le passé. L'équipement des pilotes aussi, ce qui est arrivé à McNish sans système HANT, aujourd'hui il aurait sans doute des séquelles au niveau de la colonne vertébrale, ce qui n'a pas été le cas. Oui, c'est clair. Alors pour rebondir un petit peu, Mathieu, sport, auto, cinéma, on parlait du Mans, il y a un film mythique. Et si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu d'auto qui est relié, c'était Le Mans avec Steve McQueen. Alors, c'est une erreur, Nicolas. Il y a la Porsche 908 Camera Car autant pour moi. De Steve McQueen. D'accord, une rareté alors. Celle-ci est dans l'avant-dernière section qui concerne justement le sport automobile. Dans cette section, il y a la Vaillante qu'on a évoquée tout à l'heure, mais il y a aussi évidemment la voiture de Steve McQueen, la Camera Car qui a tourné sur le film, tourné en 70, film mythique. Très peu de répliques, beaucoup d'action, une ambiance inimitable, une performance de Steve McQueen lui-même qui sortait avec cette voiture de sa 2e place à Sebring, donc une compétence de pilote qui a été reconnue par le milieu des pilotes et donc tout un ensemble de choses qui donnent un pédigré à cette voiture. Et tout à l'heure vous évoquiez des prix évidemment, enfin définitivement la valeur d'une voiture et telle qu'elles peuvent être mises aux enchères chez Cox ou ailleurs dépasse son prix. Oui, on est là dans quelque chose qui est relativement immatériel. Et très clairement, c'est aussi un point sur lequel je souhaiterais insister. Il est très heureux que Coys fasse un écho historique finalement à ce patrimoine roulant qu'est la chose automobile dans le hall 1. Mais si on prend de la hauteur, et donc si on va dans le plus beau, le 8, là on verra effectivement une part du patrimoine automobile. Et c'est d'autant plus important à Paris, où il n'y a pas de musée, où temporairement, et donc à destination de à peu près 800 000 personnes, on peut l'aspirer, 1 million sur mondial, mais 800 000 font l'effort d'aller au 8, eh bien on manifeste là la présence de l'automobile dans toute son épaisseur sociale, culturelle, patrimoniale. Et donc c'est quelque chose de très important pour montrer au public tout ce passé, sans quoi ce mythe roulant aujourd'hui n'existerait pas. Oui, c'est clair, d'autant plus que vous parliez de Paris. Si on parle de Paris aujourd'hui, l'avenir de l'automobile paraît bien compromis. Je veux dire que c'est pas forcément le sujet ici, on pourra en débattre ailleurs. C'est la même chose tout de même. Oui, mais c'est vrai qu'on nous parle de voitures qui se conduisent toutes seules. Donc moi je veux bien, mais si on parle d'une voiture qui conduit toute seule, j'ai qu'une envie, c'est prendre le train.
parce que je serais beaucoup plus tranquille. Et puis il y a des vieux réflexes. Vous, tout autour de cette table, j'imagine, le fait de lâcher le volant, de voir le volant qui se rétracte dans le tableau de bord, ça me terrorise. J'ai eu l'occasion d'en tester quelques-unes. Alors peut-être que je suis totalement réfractaire à ça, mais j'ai fait des centaines de milliers de kilomètres comme vous, et effectivement, c'est quelque chose qui est loin de passer dans les cultures. Les jeunes générations, ça va peut-être leur paraître tout à fait normal, mais là... Oui, enfin, cela dit, vous remarquerez qu'on n'a toujours pas supprimé systématiquement les conducteurs de train. Bien sûr. Donc, malgré le fait qu'il y ait des rails, eh bien, on a conservé ce facteur humain qui est effectivement, comme vous le disiez, décisif. Enfin, il y a une dimension au plaisir de conduire, au lâcher-prise responsable de cette machine à sensation qui est l'automobile. Et la première sensation, c'est de baisser la vitre et de recevoir l'air, et pas forcément à 250 à l'heure. C'est clair, à 40 à l'heure, un cabriolet, je veux dire un cabriolet à 40 à l'heure en ville, on est les rois du monde. Il m'est arrivé il y a 2 jours de me retrouver dans les embouteillages. Bon, j'étais à Paris, ça arrive, j'étais à moto et à côté de moi, j'avais une Bugatti 35. J'avais une Bugatti 35 qui était dans son jus, qui n'était pas ripollinée comme celle qu'on voit souvent et tout, avec un couple qui était dedans. Et tous les utilisateurs de 2 roues qui arrivaient à se glisser s'arrêtaient, discutaient, parce que ça ne s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu, enfin c'est la première fois. Vous étiez couché tard le soir? Non, j'avais pas utilisé de boissons alcoolisées, je n'avais pas fumé d'herbe qui fait rire, j'étais dans mon état normal, alors ce qui peut paraître inquiétant pour certains parfois. Non, mais je vous assure, j'étais parfaitement lucide et j'étais à côté d'une Bugatti 35 et je me disais c'est extraordinaire et je trouvais que c'était un beau pied de nez par rapport à tout ce qu'on est en train de nous faire vivre, ou en tout cas tout ce qu'on est en train, l'avenir automobile qu'on est en train de nous construire et qui moi me terrorise un petit peu. Moi, je voulais un peu revenir sur la vente, Coys, parce qu'il y a une voiture qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est la Cadillac de Liberace, donc ce fameux pianiste très exubérant américain, qui est plaqué or, qui est une voiture. Je me suis demandé comment est-ce qu'elle avait pu arriver jusqu'à vous, en fait, cette auto. Ah, ça c'est un secret que je ne peux pas dévoiler parce que mes concurrents seraient trop heureux de l'apprendre. Mais nous avons des relations pour pouvoir obtenir ce genre de véhicule tout à fait exceptionnel. Je crois que ça doit... je ne veux pas présumer, mais il me semble que ce sera une des autos les plus photographiées du mondial. Parce que de l'ouverture à la fermeture, il y a un défilé pour se faire photographier devant cette voiture. J'imagine. Et alors, j'ai regardé, c'est quoi? C'est de la feuille d'or? C'est comme le dôme des... Pardon, parce que j'ai attrapé froid. La clim marche très bien au mondial. Ça, je vous confirme. Mieux Bravo que dans les voitures. Fournisseur de climatisation. Il aura ma peau, il en aura beaucoup d'autres. Donc, elle a été dorée à la feuille d'or comme le dôme des Invalides. D'accord. Ah, petite feuille. Et par-dessus, une couche de vernis. Il y a 1,4 kg d'or sur la voiture. D'accord. Messieurs les voleurs, si vous voulez repartir avec une aile, vous avez gagné voilà. Votre journée. Goldfinger, lui, traversait les frontières avec ça. Absolument. Bon, voilà. après, effectivement, c'est plus facile de peindre une carrosserie que la peau d'une jeune femme. Puisque elle a un gros succès, vraiment un gros succès. Et alors, tout le monde croit que c'est une Rolls-Royce parce qu'il y a une figure de proue, on ne sait pas très bien. Quand je dis que c'est une Cadillac, il y a une petite déception parfois. On pensait que ce serait une Rolls. Parce que Rolls, ça doit être en or, ou or, ça doit être une Rolls. Une Cadillac aussi. Oui, nous sommes bien d'accord. Pour revenir un petit peu sur le sport, Christophe Lollier, ça commence quand? C'est déjà commencé les sélections pour l'opération Rallye Jeune? Oui, ça a commencé ce week-end. Ça dure pendant 15 jours. D'accord. Combien de concurrents? Je pense, là on avait 550 inscrits je crois, et les jeunes ou les visiteurs peuvent s'inscrire encore au fur et à mesure, donc à la journée. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été nominé, si je puis dire, par sa fédération. N'importe qui, tout un chacun, un visiteur qui vient sur le mondial et qui se dit tiens, si j'essayais moi aussi le petit parcours de Gymkhana pour voir si je suis aussi bon que je le pense. Exactement, c'est le but, c'est la détection se fait là, donc là c'est une première sélection. Et ensuite, on organise pour les 3 meilleurs de chaque journée, ou 2 meilleurs selon les journées. On organise une finale sur le circuit de l'Édenon en novembre, où là, on va passer à des choses beaucoup plus compliquées. Ils vont rouler vraiment avec des autos de course, puisque là, on reste... Ça sera quoi comme auto? Ça sera des Fiesta R2, celle dans laquelle ils vont concourir l'année prochaine sur le championnat de France junior. Le circuit de l'Édenon, si j'ai de bons souvenirs, quand on sort, vallonné, très rapide. Les graviers sont quand même assez gros. Donc mais il sera matérialisé de façon à ce qu'on retrouve une version plus rallye que circuit. Il sera aménagé, évidemment.
D'accord, donc ça c'est quelque chose sur lequel j'avais pas forcément percuté. N'importe qui vient, j'imagine qu'il faut être en âge... 18 à 25 ans. Voilà, il faut avoir son permis de toute façon. Exactement. Ça vous le vérifiez. Et 18 à 25 ans, n'importe quel visiteur du mondial qui aurait des petites envies de se confronter, il peut s'essayer. Il va au stand de la FFSA, ensuite on lui donne rendez-vous à la terrasse H et il attend son tour et il peut faire le slalom chronométré. J'imagine qu'il y a une queue de 300 candidats tous les jours. Fin de matinée, il y avait déjà une grande queue, donc j'espère que... Combien de personnes, vous évaluez ça à combien de personnes a priori? Sur les 2 semaines, on espère 700 à 800 personnes de passer. D'accord. Bah, j'espère que ceux qui regarderont ça va leur donner envie et que vous allez au moins doubler ce chiffre. Exactement. Bon, ça va vous donner le double de travail, je suis désolé. Et puis j'imagine que de toute façon, la sécurité, vous avez dû faire tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de soucis. Les vitesses atteintes ne doivent pas être extraordinaires. Non, elles ne sont pas extraordinaires. Nous, on veut juste voir la capacité de la personne à écouter, à s'adapter rapidement. Et le reste se fera sur le circuit à beaucoup plus haute vitesse, mais sur un site qui restera malgré tout sécurisé de toute façon. D'accord. Mathieu, je reviens vers vous. Si vous n'aviez qu'une voiture à garder de votre exposition L'Auto fait son cinéma, ça serait laquelle? C'est très difficile, mais enfin celle qu'on a citée tout à l'heure, la Porsche de Steve McQueen, en plus d'avoir été une vraie voiture de course, a appartenu à Steve McQueen. Donc dans l'imaginaire automobile, Steve McQueen est quand même une butte témoin solide. C'est une certitude. En plus, ce qu'on sait peut-être pas forcément, c'est que c'était vraiment un mauvais garçon. Il a été sauvé par le cinéma. Il disait souvent que le métier d'acteur, c'était ce qui lui permet d'assouvir sa vraie passion, qui était le pilotage. Oui, il a fait beaucoup de motos, il a fait beaucoup d'autos, il a participé aux International Six Days of Trial en 1964, je crois, avec l'équipe des États-Unis. Donc c'était un fou furieux, passionné de pilotage, et les films lui permettaient de financer cette passion. Oui, mais ils ont failli achever sa carrière d'acteur également, parce que Le Mans a été quand même un échec retentissant. Il a été dessaisi du scénario, enfin il a brisé son mariage, il s'est abîmé lui-même physiquement, enfin bref, c'est une passion coûteuse. Oui, c'est clair, mais de toute façon, l'automobile, tous les passionnés qui sont autour de cette table ne diront pas le contraire, à des niveaux différents. Vous, Christophe, avec les voitures de sport, vous, parce que de temps en temps, quand vous voyez passer une auto aux enchères comme ça, vous dites, tiens, celle-ci, elle m'intéresserait bien, je vais casser ma tirelire. Vous, Claude Franck, parce que je crois que vous avez 3-4 voitures de collection dans votre garage. Je n'arrive pas à rouler avec les 4 en même temps, c'est dommage, mais bon. Oui, cela étant, je vous rassure, moi je suis possesseur d'une auto et de 2 motos. Grâce à Madame Hidalgo, j'arrive plus à rouler non plus. Donc il n'y a pas de souci. Alors. Écoutez, messieurs, il va me rester à vous remercier pour cette participation. Moi, ça m'a passionné. J'espère que ça en a passionné d'autres. Juste un tout petit détail. J'ai appris dans le documentaire dont on a vu le teaser au début et auquel vous avez participé, j'ai appris ce que c'était qu'un chauffeur. Oui, celui qui chauffe effectivement le moteur au départ et puis qui permet effectivement au propriétaire de la voiture de ne pas conduire lui-même. Parce qu'à l'époque, les bougies n'existaient pas. Voilà, et donc il y a une démonstration qui est faite et ce documentaire qu'on peut recommander, effectivement, je vous en remercie, montre une image très valorisante de l'automobile. Merci beaucoup, merci à tous, bonne fin de salon. Merci. Merci. Avec nous pour les 5 dernières minutes de cette émission, dans l'automobile dans tous les états, les minutes de la filière automobile avec le site planetauto.com. Aujourd'hui, les entreprises de la filière à la rencontre des jeunes au Mondial 2016. Et l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Les jeunes et la filière, l'exemple de PSA, épisode 1. Ont accepté d'être avec nous Paul Codani, ingénieur Supélec INRIA, Vincent Bernière, DUT Génie Thermique et Énergie, Julien Garcia, ingénieur SupMeca, Laure Vincelot, responsable emploi jeune chez PSA, DRH. Alors, je voulais juste rappeler une petite chose, c'est que la filière en France, c'est 4000 entreprises, sont des leaders mondiaux reconnus, c'est 20 000 recrutements par an, donc ceux qui viennent nous dire qu'il n'y a pas d'emploi dans l'automobile regardent ce chiffre. Et puis c'est surtout une filière leader en France avec pas loin de 6 milliards d'euros d'investissement en recherche et distribution. En recherche R&D, recherche et messieurs
Une petite Et aide en développement. recherche et développement, voilà, c'est un petit peu de fatigue. Aujourd'hui, cette filière est extrêmement dynamique et PSA est un exemple. Laure, est-ce que vous pouvez nous parler des opportunités qu'offre aujourd'hui PSA pour un jeune qui veut se lancer dans la profession? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le groupe PSA a une politique emploi jeune très ambitieuse depuis de nombreuses années et nous recrutons plus de 3500 jeunes chaque année. Donc, ça se traduit à travers l'alternance. Donc, nous avons le plaisir d'avoir plus de 2000 apprentis chez nous en ce moment, des stagiaires évidemment, des VIE, peut-être un dispositif moins connu. Donc des missions que nous présentons aux jeunes qui vont partir à l'étranger pour nous aider à développer à l'international notre groupe, et des CIFRE également, donc des doctorants. D'accord, merci beaucoup. Alors, messieurs, vous m'en voudrez pas, j'ai pas forcément tous vos prénoms. Je vais commencer par vous. Rappelez. Oui, Paul, bonjour. Paul, bonjour Paul. Vous, votre motivation, votre parcours, votre expérience, ça a été quoi du coup? Moi, c'est assez emblématique de ce que Laure vient de dire, puisque j'ai fait un stage de fin d'études chez PSA. J'ai poursuivi avec un doctorat en thèse CIFRE, et aujourd'hui, je commence mon premier jour de travail en CDI chez PSA. Donc, premier jour de travail et vous êtes déjà sur un plateau TV, ça se présente pas mal. Ça commence plutôt bien. Ouais, ça se présente pas mal, merci beaucoup. Bonjour, donc Vincent Bernière. Oui. J'ai été embauché à la suite de mon apprentissage en février dernier. Oui, c'est tout frais. Oui. Un apprentissage de 16 mois avec l'école IFP School. D'accord. Et donc voilà, je suis très heureux d'être embauché. Et voilà. Oui, et aujourd'hui, donc vous occupez quoi comme fonction? Alors aujourd'hui, je suis dans le service qui s'occupe de la performance et de la consommation des véhicules. Donc c'est un sujet d'actualité. Ah oui, complètement. On écrit des spécifications. Donc durant mon apprentissage, j'ai fait de l'analyse concurrence, et aujourd'hui, je continue plutôt dans le projet, et j'utilise mes résultats que j'ai eu durant mon apprentissage. Donc je suis très content aussi de voir comment s'intègrent mes missions d'apprentissage dans un processus projet. Ok, merci beaucoup. À vous. Donc moi, c'est Julien Garcia. Oui. Je travaille avec PSA en fait depuis 2010, puisque j'ai intégré le groupe. Vous êtes un jeune ancien alors? Ouais, jeune ancien, on va dire. Puisque j'ai commencé en fait avec un stage de fin d'études, j'ai enchaîné avec une thèse de doctorat dans le cadre des conventions CIFRE. Et ensuite, j'ai pu faire un post-doctorat de quelques mois avec PSA. Et une prestation de 4 mois juste avant mon embauche définitive qui a eu lieu en avril. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir pour prolonger un petit peu ce que vous disiez déjà tout à l'heure? Il me semble que chez PSA, vous avez un programme extrêmement ambitieux au niveau des embauches, au niveau de l'apprentissage. C'est vraiment, et on parlait tout à l'heure de la conduite connectée, de choses comme ça. Il est clair que ce ne sont pas des gens de ma génération qui vont pouvoir bosser là-dessus, mais plutôt les nouvelles générations. Oui, effectivement, on a un programme très ambitieux, mais qui va du CAP au Bac+5. Là, sur le plateau, on a la chance d'avoir de jeunes diplômés Bac+5, voire plus, avec des thésards. Mais on a aussi des opportunités sur des premiers niveaux diplômes. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler, notamment au sein du retail, du réseau commercial. Il y a beaucoup d'opportunités pour des gens qui veulent faire des carrières de carrossier, de mécanicien automobile. Il y a de belles opportunités. Et nous pouvons également aider les jeunes à se former, puisque nous avons une école sans les murs. C'est-à-dire que nous avons un partenariat avec 60 lycées dans toute la France, et nous accompagnons à peu près 650 jeunes à travers ces diplômes qui vont avoir des formations données par des professionnels du groupe, des stages qu'ils vont pouvoir réaliser dans les garages, dans les usines, avec un joli taux de transformation, puisqu'à la fin, ces jeunes sont embauchés à peu près à 80% à l'issue de leur formation. Donc c'est vraiment important de le dire, c'est une filière très dynamique avec de belles opportunités. Et quand vous dites qu'ils sont à 80% qui sont engagés, ils sont engagés chez vous, ils sont PSA, engagés dans le groupe PSA. Au sein du groupe PSA, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que, un petit peu comme tout à l'heure Christophe Lollier, directeur technique national de la FFSA, vous les prenez quasiment au berceau, ou en tout cas à la sortie de lycée ou de la fac, vous les formez avec nos outils. Et après, effectivement, on va les accompagner souvent du bac pro à la licence, voire même sur des formations d'ingénieurs pour ceux qui le veulent. Donc c'est vraiment des parcours sécurisés. Quand vous dites, excusez-moi de vous interrompre, quand vous dites on va les accompagner, ça veut dire quoi? Il y a une prise en charge financière, ils sont dirigés vers des établissements? Alors, ce sont un partenariat avec des lycées, donc ça veut dire qu'effectivement PSA finance
une partie de leurs études, notamment avec de la dotation de matériel. Ça, c'est vraiment important pour les lycées qui souvent manquent cruellement de matériel. Et ils font tous leurs stages chez nous. Donc il n'y a pas de la préoccupation de chercher le stage. Ils sont vraiment accompagnés du début à la fin. Et donc d'après ce que j'ai compris, ça a été le cas pour donc pour beaucoup ont fait des stages, effectivement, alors sur des stages un petit peu différents, mais bien sûr. Et pour compléter ce qu'on se disait, les deux autres filières qui sont très porteuses, c'est effectivement tout ce qui est digital. On a beaucoup d'opportunités également, et tout ce qui touche à la voiture connectée. Oui, il est clair voilà. Que c'est en train de devenir l'avenir. Tout à fait. Tout ce qui est connecté. Et alors, très rapidement, vous n'allez pas dire le contraire, on est chez PSA, vous venez pour PSA, mais votre parcours, en quelques mots, vous le résumeriez comment ? Très rapidement, il nous reste 1 minute. Rapidement, moi je travaille depuis ma sortie d'école sur un sujet d'avenir, les véhicules électriques et plus précisément leur système de recharge. D'accord. Et je suis très enthousiaste et j'ai bien l'intention de faire développer ces sujets à l'intérieur du groupe. Oui, l'électrique, l'avenir, une partie de l'avenir. Moi j'avais orienté mes études sur l'automobile, donc INSA de Rouen et IFP School. Et donc, pouvoir intégrer l'automobile, c'était vraiment une chance. Je voulais travailler sur un produit qu'on peut voir tous dans la rue au jour le jour. Et aujourd'hui, en plus, je travaille sur les hybrides, qui est un sujet qui me passionne. Donc, je suis très content. Hybride électrique, on voit bien dans quelle direction va Peugeot. Je suis désolé, c'est à vous Peugeot PSA, pardon. Et moi, je travaille donc sur la thématique d'analyse de cycle de vie qui consiste à regarder les impacts environnementaux du véhicule, de la fabrication jusqu'à la fin de vie des véhicules, qui est un sujet qui me passionne depuis maintenant 2010, puisque c'est sur ce sujet-là que j'ai commencé mon aventure avec PSA. Merci beaucoup. Donc ça se confirme donc aussi chez PSA, qui est leader en dépôt de brevets, qui fait la part belle à l'innovation. Merci d'avoir participé tous les 4 à cette émission. Comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'actualité des métiers, des opportunités de la filière automobile, un réflexe, je vous conseille vraiment le site planetauto.com, qui est une pure merveille, qui est vraiment, c'est une mine, j'ai pas d'autres termes, véritablement, c'est une mine d'informations pour prolonger tout ça.